Prête et prêt pour la grande aventure? Chaque jour de cette série de la petite voix, je vous embarque en immersion. Direction le Québec, où la nature est belle, sauvage et généreuse. Mais le vrai voyage sera surtout intérieur. Glissez-vous avec moi sous le tipi, au cœur d'un cercle de femmes. Tellement fortes et fragiles, tellement belles et émouvantes. Tellement femmes, quoi. Ensemble, nous allons vivre des expériences intenses au son du tambour, de nos voix et surtout de nos cœurs. Installez-vous confortablement, fermez les yeux. Le voyage commence maintenant, ici et en vous. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi à la rencontre de Jean Rivet. Nous avons rendez-vous par une matinée ensoleillée à la très belle Grande Bibliothèque de Montréal. Jean est un observateur privilégié depuis 25 ans du développement personnel et des thérapies au Québec. D'ailleurs, il a une manière bien à lui de parler de son rôle. Il dit qu'il a trempé dans la soupe, brassé la soupe, goûté la soupe et fait goûter la soupe aux autres. Une façon imagée de dire qu'il a exploré toutes les facettes du bien-être et de la spiritualité au Québec. Moi, j'ai voulu le rencontrer pour savoir comment nos cousins québécois abordent ces sujets-là. Il nous explique tout ça à sa façon bien locale. Alors bienvenue dans un épisode riche en découvertes culturelles et en réflexions passionnantes. Avec Jean, nous allons parler d'un développement personnel teinté de sagesse autochtone, de l'importance du corps plutôt que de l'esprit, et d'une façon bien québécoise de chercher le bonheur en évitant de trop se prendre au sérieux. Bonjour Jean, bienvenue dans La Petite Voix. Bonjour Evelyne. Je suis ravie de te recevoir dans La Petite Voix. On se rencontre aujourd'hui, on est à Montréal, dans la Grande Bibliothèque de Montréal. Ouais. Et tu es mon premier invité de cette série que je fais au Québec. Ça fait quelques mois qu'on en parle ensemble à distance. Oui. Qu'on se rencontre ici pour la première fois aujourd'hui. C'est un de mes anciens invités qui m'a parlé de toi. Le premier, c'est Julien Perron, qui m'a dit vraiment, si tu vas au Québec, il faut que tu rencontres Jean Rivet, parce que c'est un spécialiste de ces sujets-là, de développement personnel et de thérapie alternative au Québec. OK. Spécialiste, pas trop certain, mais je vais dire oui à ça. Spécialiste, ça fait sérieux. Mais disons, je suis quelqu'un qui explore et puis qui est sur le terrain depuis pratiquement 25 ans. Tu as quand même cette légitimité-là d'avoir pu observer le développement personnel au Québec depuis toutes ces années. Observer, mais goûter, un peu comme de la soupe. J'ai trempé dans la soupe, j'ai brassé la soupe, j'ai goûté la soupe, j'ai fait goûter la soupe aux autres. Ça ne veut pas dire que je suis nouilles pour autant, mais j'ai ce besoin-là de me sentir dans l'action. Donc, oui, depuis 25 ans, j'ai invité beaucoup de gens connus, pas connus, des auteurs, des Français, des Suisses, des Belges, des Américains. Voilà, justement, est-ce qu'on peut, pour comprendre ce qui fait de toi ce que moi j'appelle un spécialiste des sujets du développement personnel au Québec, revenir un peu sur ton parcours? En quoi consiste aujourd'hui ton métier? Comment tu te présenterais, Jean? Je suis surtout quelqu'un qui produit des événements. Donc, je suis un producteur, mais aussi un promoteur. Je vais faire la promotion d'un artiste ou d'un auteur qui va vouloir venir, par exemple, au Québec. Je vais produire, par exemple, ça, je l'ai fait déjà une dizaine de fois, par exemple, des spectacles comme avec Déva Prémal. Okay. C'est une chanteuse originaire de Cologne qui s'est fait connaître beaucoup dans les fin des années 90-2000 en chantant des mantras, des kirtans. Oh. C'est probablement une des plus populaire là, dans les centres de yoga pour les chants sacrés. Donc, elle, je l'ai produit à plusieurs reprises, mais moi, j'aime bien faire pas que des trucs qui touchent des intérêts intellectuels ou j'aime bien m'investir aussi dans des projets plus culturels. Donc, ça, j'ai fait beaucoup d'événements aussi avec la communauté africaine ici au Québec, la communauté indienne, la communauté pakistanaise. J'ai fait des événements avec des groupes soufis, l'ordre Soufi Naqshbandi, qui sont présents aussi au Québec depuis plusieurs années. Bon, j'ai touché à toutes sortes de trucs. Puis,
Pour moi, c'est important vraiment de faire le tour de toutes les facettes, si on peut dire, de l'exploration des valeurs humaines. Et puis, ben, c'est ça qui m'anime. Un peu comme un gastronome. Si tu es vraiment gastronome, tu es curieux, tu veux goûter à tout. Ben, dans le développement personnel, moi, je suis un peu comme ça. J'ai voulu essayer un petit peu tout et puis le partager avec les autres. Pour donner peut-être une idée de ce que tu fais, je crois que tu as fait venir des auteurs qu'on connaît vraiment bien en France, type OK. Frédéric Lenoir. Dis-moi si je me trompe, mais en t'écoutant, l'image que j'ai de toi, c'est un espèce de regard porté sur le monde entier, ou en tout cas au moins le monde francophone. Mmh. Et puis, tu vas aller piocher des artistes, des auteurs qui vont particulièrement t'intéresser, où tu vas te dire, tiens, là, il y a quelque chose d'intéressant peut-être à faire venir chez nous au Québec pour les emmener, les Ouais, faire connaître ici. tout à fait. Tu vois, récemment, j'ai rencontré un comédien français qui s'appelle Roman Frécinet, Ouais. que je trouve absolument génial. C'est un type qui roule sa bosse déjà depuis une dizaine d'années, mais qui est vraiment dans un cheminement personnel. Et puis, tu vois, ça, c'est quelqu'un avec qui je veux monter un événement à Montréal prochainement. Je suis sûr que la soirée, ça sera pas juste du gros rire gras, de l'absurde. Ça va être des trucs ça va être de l'humour fin qui va servir à éveiller des prises de conscience. Pourquoi est-ce que toi, au départ dans ta carrière, et même dans celui que tu étais, enfant ou ado, qu'est-ce qui t'a donné envie de t'intéresser à ces sujets-là? Ah, ça, c'est intéressant. Ben, moi, enfant, j'étais plutôt, je vais pas dire bizarre, ça serait me déprécier, j'étais plutôt mystique un peu. J'avais un regard un peu qui touchait à l'invisible. Puis ça faisait que, à l'adolescence, ben, j'ai voulu un peu comprendre un peu plus là, ce qui se passait avec Ouais. moi. Fait que là, j'ai commencé à m'intéresser à la spiritualité, à l'ésotérisme. Je me rappelle, je pense que j'avais 11-12 ans et j'allais me chercher des livres de Sri Aurobindo, Ramana Maharshi, la collection Spiritualité vivante. Est-ce que ça, c'était encouragé soit dans ton milieu familial ou est-ce qu'à l'époque, c'était des trucs à la mode ici au Non, Québec pas du ou pas tout. Il du y tout? avait personne dans ma famille qui s'intéressait à ce genre de trucs-là, sauf peut-être un oncle qui était connu dans la famille pour faire des dépressions et des répétitions. Puis, à un moment donné, on m'a dit: «Ah mon Dieu, t'es comme ton oncle Robert». Ah bah super. Pardon pour Mais l'oncle mon Robert. oncle Robert avait ce côté-là, ce besoin de s'isoler pour être en Mmh. méditation, décanter OK. la vie, les choses, tout ça. Fait que moi, c'est ça. Plus jeune, je suis tombé dans la marmite, si on peut dire, de la spiritualité, de l'ésotérisme. Puis je me suis mis à lire, à explorer, puis j'ai commencé à faire des trucs. Je me rappelle, la première formation que j'ai faite de ma vie, c'était une formation en hypnose. Et je pense que j'avais peut-être 16 ans. Et le type qui m'avait donné ma formation m'avait fait une confidence. Et ça m'avait beaucoup fait réfléchir. Il m'avait confié qu'il était extraterrestre. Et comment t'as perçu ça du haut de tes 16 ans Ah, à je sais. l'époque? Parce que dans le domaine du développement personnel, il y en a pour tous les goûts. On peut se faire dire des trucs. Je pourrais écrire 10 livres là-dessus. Tu m'as pas dit à un moment donné que tu voulais devenir prêtre? En tout cas que ça t'a effleuré l'esprit? Oui, en fait, moi, au tout début, j'ai étudié en religiologie. Je suis devenu prof de religion ou d'enseignement religieux au Québec, OK. dans ce que on pourrait dire chez vous, au niveau du lycée. Au Québec, on a un programme qui s'appelait à l'époque le programme en enseignement religieux et moral. Fait que j'ai fait ça pendant 18 ans, puis je me suis formé à l'université. J'ai un bac en enseignement moral et religieux et j'ai une maîtrise en éducation spécialisée. Aussi, j'ai fait par la suite une scolarité doctorale en religiologie. Ah La ouais? religiologie, c'est comprendre le phénomène religieux à travers les sciences humaines, la Mmh. sociologie, la OK. linguistique, etc. Tu as vraiment ce côté, d'observateur de ces mouvements-là, de la spiritualité, des thérapies et à quel moment tu es devenu ce maillon-là, ben, en fait, entre ce qui peut se passer dans le monde, dans tous ces mouvements-là et puis le Québec? Je pense que ça vient de ma famille. Mon père était épicier. J'ai pas dit, c'est vrai, j'ai fait une psychanalyse jungienne pendant quelques années.
C'est là que j'ai connu Guy Corneau. Puis j'ai fondé aussi les Amis de C.G. Jung à l'époque où Guy vivait. Donc, ouais, peut-être un peu de ma famille, ce goût-là d'entreprendre des trucs autour de la spiritualité. Mon père était épicier, mais aussi il était marguillier. C'est quelqu'un qui travaille, qui est bénévole à l'église, qui Ok. va passer la quête après la messe, à la Ouais. fin de la messe, tout ça, etc. Puis comme mon père était épicier, à un moment donné, dans les années 60, au Québec, la mode, c'était d'inviter les paroissiens, après la messe du Ouais. dimanche, d'inviter les paroissiens à discuter avec le curé. Et mon père, qui avait l'épicerie du coin, ben, fournissait le café, les biscuits, tout le tralala. Et je me rappelle, quand la messe avait lieu, je partais avec mon père mettre des petits flyers ou des petits feuillets sur les pare-brises des voitures pour dire aux gens de ne pas oublier de venir au sous-sol de Oui. l'église, discuter, rencontrer monsieur le curé. Donc, je me suis demandé si c'est pas ça un peu l'origine de ce que j'ai fait par la suite. Mais ouais, parce que tu avais une sensibilité à donner une ouverture sur ce monde-là, de la psychologie et de Ouais. la spiritualité, au plus grand nombre, en fait. Ouais, c'est-à-dire faire des petits gestes, Hmm. que ce soit un feuillet. À l'époque, avant le déploiement des médias sociaux puis d'Internet, on imprimait des flyers. Fait que, ouais, ça a commencé comme ça. Je me dis, bon, ça a dû me marquer. Et puis par la suite, ben, j'ai continué à travailler, à faire de la publicité pour inviter les gens à aller rencontrer des autorités spirituelles, entre guillemets. Ah, donc ça y est, là, tu avais complètement un pied dans ce que tu fais aujourd'hui. Et c'est cette espèce de fil que tu brodes depuis 25 ans, tu nous dis. En fait, ma passion, moi, c'est de rassembler les gens. Ma vraie paye, si je peux m'exprimer en québécois, là, c'est de voir la salle, de voir que les gens sont contents, sont heureux, Ouais, qu'il se passe quelque qu'il y a chose, quelque quoi. chose dans l'air. Ça, je suis content. C'est pas un intérêt commercial. C'est sûr que Hmm. ça, c'est pas négligeable. Il faut être très terre à terre parce que si tu fais des trucs puis il n'y a pas de fonds qui rentrent, ben tu fermes la boutique. C'est Ouais. comme n'importe quoi. On est dans un monde qui fonctionne selon des règles commerciales. Mais moi, c'est ça. Ce qui m'anime, c'est de rassembler les gens. Ça nous emmène sur notre sujet du jour. Moi, j'arrive en bonne française avec vraiment une connaissance niveau zéro du Québec et encore plus de son monde de développement personnel, justement. Ben, j'aimerais qu'on parle de ça aujourd'hui pour qu'on comprenne un peu, est-ce qu'il y a des différences, des similarités entre ce monde-là, ici au Québec, et puis la France. Enfin, voilà, c'est ça que j'aimerais parler avec toi aujourd'hui. Pour démarrer la discussion, écoute, j'ai fait 2-3 petites recherches et ce dont je me rends compte dans les chiffres, c'est qu'a priori, les Québécois sont plutôt des gens heureux, en tout cas dans les statistiques. Tu me diras si c'est la réalité. Il y a eu un classement qui a été fait sur le bonheur dans les pays du G7 et l'idée, c'était que si le Québec était un pays, les Québécois seraient le peuple situé au 6e rang des plus heureux du monde. Le Canada, c'est le 15e rang, mais si on isole le Québec, vous êtes 6e. Ben moi, je pense pour le Québec, c'est vrai que les Québécois ont un côté bon enfant, pas trop dans la tête. Ça serait comme ça, je le résumerais. C'est peut-être notre côté nord-américain pragmatique, comparativement peut-être à l'Europe ou en France, où vous avez plus, c'est un cliché, mais c'est quand même vrai, vous avez plus d'esprit cartésien. Donc, vous avez plus de soucis du détail. Ici, je dirais, le Québec, c'est culturellement parlant, c'est pas péjoratif, mais on est moins dans le raffinement et plus dans le côté immédiat des choses. Donc, mais ça a des bons et des mauvais côtés. Chez vous, souvent, ça va donner des approches plus développées intellectuellement. Mhm. Ici, on est plus branché très souvent dans des approches un peu plus coaching. On veut des résultats, on veut du progrès. En fait, ce que tu es en train de dire, c'est que nous, en France, on a un côté un peu analytique, réflexion sur beaucoup de choses, un peu long terme. C'est pas intellectuel, les Anglais ont un terme pour ça, c'est un mindset. Oui, l'état C'est d'esprit, un hein, en état fait. d'esprit. L'état d'esprit français est plus pointilleux sur le détail.
mais dans le bon sens du terme. Si je suis en France et je suis dans un restaurant sérieux et que je commande pour dessert une tarte tatin, puis qu'on me sert quelque chose qui n'est pas vraiment une tarte tatin ou qui est comment vous appelez ça, du surcongelé ou Ah oui, du congelé, ouais. du congelé, puis je m'en aperçois, ben je vais engueuler le serveur, puis je vais demander à voir le propriétaire, puis ça va être un incident diplomatique. Ici, au Québec, si on commande une tarte aux pommes, d'abord, c'est une tarte aux pommes parce qu'on ne connaît pas la tarte tatin. Autrement dit, tout ce que je veux dire, c'est que c'est pas, on n'a pas le souci du raffinement, du détail dans les petites choses. Et ce qui est vrai pour la cuisine est probablement vrai aussi pour le développement personnel. Donc, il y a quand même une forme de... et pas dans le sens péjoratif, mais c'est plus simple. On se prend peut-être un peu moins la tête. C'est carrément ça. J'espère que je ne dis pas trop de conneries, mais avec du recul. Et il faut que je te dise, j'ai organisé des conférences en France. Je suis allé souvent à Paris. Ah, Je suis allé peut-être une trentaine de fois présenter des auteurs québécois. OK. J'ai vu les deux côtés de... Ouais. Finalement, au niveau des personnalités, tout le monde est pareil. Les Québécois, les Français, on est tous pareils. Mais les attentes culturelles sont différentes. Chez vous, je ne sais pas. Je pense que est-ce que ça tombe plus dans le pathos rapidement? Je ne veux pas tomber dans les clichés, là, mais ici, les Américains, les Canadiens, les Québécois, on est peut-être plus pas simple d'esprit. Mm. Simple tout court. Oui, c'est ça. Oui, oui, parce que et d'ailleurs, il faut faire attention à ne être péjoratif ni pour les Québécois ni pour les Ouais, Français, c'est mais ça. c'est comme si quand même nous, on a tendance à vite se prendre la tête et puis à se couper les cheveux en quatre. Là où ici, en fait, les choses sont plus simples et même dans le rapport au développement perso, on va peut-être moins réfléchir longtemps et tu le dis, vous êtes plus sensible à des approches de type coaching qui permettent des résultats plus rapides et surtout d'être dans l'action plus que dans la pure réflexion, c'est ça? Tout à fait. Donc pour toi, ça, c'est vraiment ce qui distingue le plus les approches de santé mentale et de bien-être entre le Québec et la France? On parle toujours de l'état d'esprit. Oui. Je ne vais pas faire une comparaison entre les différentes propositions. Oui. Premièrement, en France, c'est pas la même densité de population, donc vous avez plus de thérapeutes, vous avez plus d'offres, vous avez plus... mais c'est merveilleux ce qui se passe en Europe. Vous avez des stages dans des châteaux, sur des domaines incroyables, en nature. C'est hyper intéressant. Ici au Québec, le Québec, c'est petit, hein? Mais le Québec, en gros, c'est un village de Gaulois entouré de Romains. Le Québec est quand même très multiculturel aussi, surtout Montréal. Pour moi, c'est un avantage. Ça nous permet de nous ouvrir sur le monde. Puis aussi, tu vois, l'ancien maire de Montréal avait une belle phrase pour définir Montréal. Il disait que Montréal, par sa position géographique, est un pont entre l'ancien et le nouveau monde. Ici, au Québec, on a la chance d'avoir l'apport de la culture française à tous les niveaux alimentaires, intellectuels. Vous êtes encore très sous influence de cette culture-là, de la culture française? Ouais, c'est-à-dire que au Québec spécifiquement, on est un mix, si on peut dire, de l'Europe et des États-Unis, parce qu'il faut pas l'oublier. Montréal, on est quand même à 40 minutes de la frontière américaine. Je reviens à ce que tu disais. Tu dis, toi, tu constates que en France, on a effectivement, il y a eu ces dernières années ou dernières décennies un boom en termes de développement personnel, c'est-à-dire que ces sujets-là sont de plus en plus accessibles. On est moins perçus comme des gens perchés aujourd'hui quand on l'évoque en France. Il y a des stages, il y a des livres, des auteurs qui fonctionnent hyper bien. Est-ce qu'on peut dire que c'est la même chose ici au Québec? Que toi qui es observateur de ce monde-là depuis 25 ans, tu as vu que ça s'est, démocratisé ici aussi? Moi, je dirais que présentement, depuis quelques années, il y a une grande désillusion qui s'opère. Autant en Europe qu'au Québec, on glisse de plus en plus vers quelque chose qui serait comme du non-développement personnel, de la décroissance personnelle, plutôt que d'aller dans la croissance personnelle. On revient à du plus basic ou de base, des trucs de base. Et ça, c'est toute la pensée, par exemple, d'un auteur comme Eckhart Tolle, où là, on va dire finalement, la psychanalyse, c'était bien, le cri primal, c'était bien, je sais pas, puis là, on prend en nommer des trucs, la guérison quantique, quoi que ce soit.
il faut, pour se retrouver l'essence de la vie, se sentir bien, il faut revenir à du naturel. Il faut enlever des couches plutôt qu'essayer d'en ajouter. Malheureusement, c'est pas quelque chose qui est commercial, c'est quelque chose de tout simple. Et puis, moi, j'aime beaucoup tous les auteurs qui vont dans ce sens-là, qui vont dire que l'important, c'est pas tellement de travailler sur son cas, mais c'est de se laisser être. De mon point de vue, mais alors c'est que du ressenti et c'est extrêmement subjectif. Je ne sais pas si en France on en est encore là, puisqu'on est encore dans cette période de boom du développement perso et il suffit de scroller sur Instagram. Moi, j'ai l'impression de connaître plein de thérapies, mais j'en redécouvre des dizaines OK. à longueur de journée. Enfin, je veux stigmatiser personne, mais enfin, j'ai l'impression qu'on alimente encore beaucoup, plein d'approches nouvelles, etc. Mais là où je te rejoins, c'est qu'on va avoir parfois certaines tendances, certains auteurs qui vont nous encourager à dire arrêtez avec tout ça. En fait, tout ça c'est pas du superflu, mais il y a un peu de blabla, puis revenez à l'essentiel en fait de ce développement perso, qui est ce cheminement vers soi. Est-ce que tu connais un auteur qui s'appelle Fabrice Midal, par exemple, qui Oui, est j'ai fait une entrevue avec énormément. lui. Ouais. Et Ah on est ouais, ouais, d'accord, ouais, il est ouais. dans ce mouvement-là que tu es en train Fabrice d'écrire. Midal, c'est un type qui est dans la méditation Ouais. bouddhiste tibétaine. Son maître à penser, c'était Chogyam Trungpa Rinpoche. Et lui, j'aime beaucoup, beaucoup son approche. Par exemple, il y a un livre qui s'intitule « Foutez-vous la paix ». Moi, je pense que Fabrice Midal annonce un peu la nouvelle tendance. Pas, on pourrait dire, est-ce que c'est du nihilisme? Est-ce qu'on s'en Mmh. va vers... est-ce que le fait d'envisager qu'il y a du vide en soi-même, c'est une forme de nihilisme? Est-ce que j'ai besoin de raconter mon histoire, de réparer mon histoire, de vendre mon histoire aux autres, d'améliorer mon histoire pour être plus aimé, etc. Non, non, non. Tout ça, toute cette idée-là de travailler sur quelqu'un ou quelque chose, une personne, je pense que ça a fait son temps et on va de plus en plus vers des approches un peu plus zen, un peu plus fondamentales comme l'Advaita Vedanta, le Le quoi, Shivaïsme. pardon? L'Advaita Vedanta. Ah non, mais alors là, excuse-moi, Ah, c'est un, là, c'est tu m'as un- c'est un perdue. courant hindou. En fait, c'est un grand mot qui veut rien dire. Frédéric Lenoir a écrit un livre, par exemple, sur OK. Spinoza, Oui, exact. où là, il va parler d'immanentisme. L'immanentisme, c'est ce qui est immanent, c'est ce qui renaît en soi à chaque instant. On n'est pas en train de transcender des plans de conscience ou essayer d'éveiller des chakras ou de s'ouvrir, de développer son troisième œil ou ses perceptions extrasensorielles. On est dans le simple fait d'être attentif à ce qui se passe dans l'instant, puis ça nous permet de mieux savourer sa tarte tatin ou encore Même si elle est pas tout à fait tatin. la personne qui est en avant de nous ou d'écouter vraiment quand les gens nous parlent ou etc., etc., etc. Quand même, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que là-dessus, vous avez un coup d'avance sur nous, qu'on n'en est pas encore tout à fait là parce que tu l'as souligné. Nous, en France, comme on aime bien réfléchir, se faire des nœuds au cerveau, philosopher, discuter, ben du coup, on est encore beaucoup alimenté par toutes ces variantes du développement personnel. Mais ce que j'entends dans ce que tu dis, et moi, ça me parle. Et en fait, je me dis, ce que tu dis là, est-ce que c'est pas un retour en fait à l'essentiel, que on peut parler des années de développement perso, mais en fait, il faut vivre, hein. C'est la clé. Je suis d'accord avec toi. Puis moi, je rajouterais que si on voit encore tant de groupes apparaître ou que tant de propositions de se joindre à des groupes de thérapie ou que ce soit un groupe virtuel même, c'est que les gens ont plus besoin de communion que de Mmh. communication. C'est un peu comme la messe. Les gens ont besoin de se rassembler pour sentir qu'ils vibrent à une chose commune. Ils savent pas c'est quoi. C'est ça qui est thérapeutique, c'est le fait de se sentir unis, de se sentir un, de sentir qu'on fait partie de la famille humaine. C'est vrai pour un concert de musique techno avec 120 000 personnes, avec un DJ en avant, des drones, des rayons. Ça, c'est génial Mais tu parce que sais, pour moi, ça, c'est un événement spirituel mais parce que c'est un événement de communion. Je pense que probablement ce qui est le plus souffrant, c'est l'isolement et la division. Alors, mmh, si tu te joins à un groupe quelconque, mais oui, c'est ça, c'est ça. tu guéris un peu cet aspect-là là, qui est blessé. Je reviens à ce que tu nous dis là sur l'approche du développement personnel ici au Québec. J'entends qu'en fait, il y a un truc plus simple dans on vit et puis on avance avec.
malgré tout, vous avez quand même des grands auteurs. Petit pays, mais grands auteurs. J'en cite quelques-uns. Tu l'as dit tout à l'heure, Guy Corneau, Jacques Martel, Lise Bourbeau, etc. Donc ces gens-là, c'est quand même des philosophes du développement perso. Enfin, tu vois, ils y ont Serge mis cette Marquis. réflexion. Oui, que j'aime bien, ouais. L'histoire du... Pansouffleur, le Voilà. hamster. Est-ce que ce sont des grands auteurs? Je dirais c'est des gens qui savent toucher les gens par leurs écrits. Ben, parce que les grands auteurs, c'est Balzac, c'est... Oui, pardon. Non, mais alors, excuse-moi, tu as Je raison. sais pas, oui. De remettre Ouais, de la ouais. simplicité, justement. Tout à fait. Mais c'est des gens qui vont offrir des pistes pour cheminer. C'est pas cette simplicité-là de ces auteurs québécois, justement, qui touche au cœur, parce qu'en fait, justement, il n'y a pas de grande philosophie, de grand brodage autour. Ça nous atteint peut-être directement. Probablement, mais les auteurs que tu me nommes, c'est des auteurs qui sont connus quand même depuis au moins 20, Ah ben oui. 30 ans. C'est Ouais, c'est ça. des auteurs... Et qui sont encore complètement d'actualité. Qui sont installés, oui. Mais chez vous, vous avez des gens super bien, là. Oui, oui, aussi. Ouais. Je reviens sur l'aspect développement perso, etc., qu'on est en train d'évoquer. Comment aujourd'hui ces sujets-là de santé mentale sont perçus ici? Est-ce que, par exemple, il y a encore un peu des tabous, tu vois, en France, même si quand même ça va de mieux en mieux, Mhm. mais pour autant, on ne va pas raconter à tout le monde qu'on va voir son psy. Est-ce qu'ici, c'est un peu pareil? Est-ce que c'est encore un peu tabou? Est-ce que c'est OK? Je pense que c'est OK. Il n'y a pas trop de tabous autour de ça. Donc, on peut, dans la conversation avec ses collègues, avec des potes, dire: ah ben non, mais là, je vous quitte, j'ai rendez-vous avec mon psy, mon coach ou quoi, c'est OK. Ici, ça va être plus j'ai rendez-vous avec mon kiné ou on va dire ici mon chiro. Ici, la mode est plus aux approches corporelles, approches thérapeutiques corporelles. Ici, on favorise plus les approches, les soins corporels, les approches naturopathiques, fasciathérapie, acupuncture. Il y a plein d'approches ici qui sont accessibles aux Québécois, comme en France. Une approche, par exemple, moi, que j'ai découvert récemment, que j'ai pratiqué, que j'ai beaucoup, beaucoup aimé, c'est le chant postural. C'est développé par Elisabeth Bale, qui est une fille qui a été formée en ostéopathie, mais qui était aussi chanteuse, qui était choriste, qui a chanté avec Michel Fugain. Et puis, c'est hyper intéressant, mais le truc, il est corporel. C'est que, en fait, l'idée générale, c'est de revenir dans son assise naturelle d'éviter de courber le dos, de se replier sur soi-même. Et puis, ce que tu fais pour t'entraîner à garder un dos droit, une posture juste, c'est le chant postural. Ce que je vois je vois plus des gens qui sont dans des approches psychocorporelles que des approches carrément juste psychologiques. D'accord, donc c'est pas le divan du psy sur lequel on s'allonge, mais on va plutôt travailler sur le corps pour toucher aux émotions et au mental, en fait. Ouais, c'est toujours c'est comme on veut revenir à quelque chose. On cherche finalement dans le développement personnel à revenir à du plus concret. Qu'est-ce que c'est ce plus concret-là? Vous avez eu aussi c'est encore très en vogue en France, ce qu'on appelle, tu connais le tapping? Oui, le FT. Oui, le FT, c'est très bien. Ouais. Mais le FT, c'est quoi? C'est physique? Oui, oui, carrément. Oui, là, on passe par le corps. Puis est-ce que ça fonctionne? Ouais. Ça fonctionne très, très bien. Bah c'est très bon. C'est vrai. Moi, en tout cas, au Québec, c'est ça, c'est ces approches-là qui ont plus la cote. Oui, mais on en revient au début, à ce qu'on se dit au début de la conversation. On en revient au fait qu'il y a ce côté très pragmatique anglo-saxon. Bon, plutôt que de passer par du mental, des théories, des réflexions, on passe par du concret, de l'action, hop, dans le corps, qui vont venir avec la même finalité, toucher à nos émotions et à notre bien-être, mais par un autre biais, en fait. Tu as tout à fait raison. Si je reviens sur les spécificités québécoises, il y a quelque chose qu'on n'a pas encore évoqué et qui pourtant est pleinement dans la culture québécoise, et puis moi, ça m'a marqué pendant mon voyage, c'est toutes les sagesses autochtones. Est-ce que tu peux déjà
rappeler pour ceux qui n'ont pas en tête ce que c'est? Les cultures autochtones, ils sont quand même restés très présentes dans l'âme québécoise. Ça fait partie de notre culture, donc c'est une façon d'être. Le pays s'est construit un peu avec les Amérindiens, un peu beaucoup. En fait, c'est simple. Les Amérindiens étaient ici lorsque les Français ont commencé à coloniser. On ne va pas refaire l'histoire, mais les colons se sont installés, etc. Mais aujourd'hui, cette culture amérindienne, mais je crois qu'on dit ici autochtone et les peuples premiers, quand même, ça a un peu perduré. Moi, je dirais le côté pragmatique, terre-à-terre nord-américain, c'est probablement en partie un héritage des cultures amérindiennes. Ah oui? Parce que l'Amérique du Nord, le Québec, c'est un pays jeune, c'est un pays qui s'est construit, donc c'est comme si on n'avait pas réinventé la roue. On est plus sur un mode de construction plutôt que d'acquis culturel. Ce qui est le plus essentiel de la sagesse amérindienne, c'est le rapport avec la nature. Oui. C'est notre façon d'être avec les autres. Je trouve que si tu vas dans une réserve amérindienne au Québec, tu vas voir que les gens sont plus naturellement, sont plus abordables rapidement, sont plus proches. Il y a moins de ce qu'on pourrait dire au Québec, il y a moins de bullshit. C'est plus direct. Et ce côté-là, le franc-parler, le regard franc sur les choses, l'enracinement, c'est les valeurs un peu amérindiennes là, du sol québécois. Et elle teinte aussi ce monde-là du développement personnel ici. D'ailleurs, même en France, jusqu'en France, tu vois, il y a cette mode aussi, les huttes de sudation, etc. On l'ignore, mais en fait, ça vient de ces sagesses-là. Tout à fait. Moi, j'ai fait ça. Je suis allé en Arizona, je suis allé en territoire Navajo faire une quête de vision chez les Navajos. Puis on parle du Québec, mais Oui, c'est la même lignée, en fait. Des Amérindiens, il y en a partout. Il y en a au Mexique. C'est aussi les 4 accords toltèques de Don Miguel Ruiz, que j'ai eu le plaisir d'accueillir à Montréal. Ah ouais. Il y a quelque chose que tu soulignes là dans les sagesses autochtones, c'est le rapport à la nature. Et ça, effectivement, enfin, je veux dire, on ne peut pas vivre au Québec sans avoir ce lien-là. Voilà, la nature est omniprésente et essentielle. Et j'ai découvert, là, en venant, qu'il y a depuis pas très longtemps, depuis quelques mois, je crois, des prescriptions de nature. Est-ce que tu peux me parler de ça? Je trouve ça mais génial. Si j'ai bien compris, les médecins peuvent faire des prescriptions de nature, c'est-à-dire plutôt que peut-être de prescrire des antidépresseurs, la prescription va être de dire 1 demi-heure par jour, vous allez aller marcher en forêt ou dans un parc, etc. C'est génial, mais je te dirais, c'est pas tellement nouveau. Ça me rappelle David Servan-Schreiber à l'époque qui avait écrit Guérir, et il y avait un chapitre où c'était le titre du chapitre, je me rappelle bien, c'était Adidas ou Valium. Ah. Puis déjà, David Servan-Schreiber avait bien nommé ça. On le sait, hein, que la nature, etc., fait du bien. Mais moi, là, ce qui m'étonne, c'est que ça vienne des médecins eux-mêmes. Et donc, d'une forme d'autorité de santé. Donc, ça légitime le fait que, oui, bien sûr, on a aussi besoin de ça, même quand on est en ville. Eh bien, écoute, Jean, merci. J'ai trouvé notre échange très éclairant. Comme tu incarnes voilà, ce que tu disais du Québec, ce côté pragmatique, pas prise de tête, plutôt fun. Et en même temps avec la profondeur de ce développement personnel-là. Moi, je trouve ça génial et j'ai envie de repartir, la petite Française que je suis, quand même, j'ai envie de garder avec moi ce côté du bon sens québécois. Donc, merci pour ça. Merci à toi aussi. Merci d'avoir partagé ce voyage avec moi. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite. En attendant, pour voir les photos du stage, rendez-vous sur Facebook ou Instagram. Vous me trouverez en cherchant La Petite Voix, le podcast. Si vous aimez le podcast, si vous aimez cette série, alors dites-le moi avec des étoiles sur iTunes, sur Spotify, sur votre plateforme d'écoute. Et parlez-en autour de vous. À demain.